Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café à la CCI, votre nouveau rendez-vous mensuel dédié aux rencontres avec les leaders de l'entrepreneuriat. Je suis Sabrina Ono, responsable du pôle Startup à la CCI Paris et je suis ravie de pouvoir vous présenter des parcours inspirants, des personnalités marquantes. Ce projet est une collaboration entre Reshop.io et la CCI Paris pour vous plonger dans l'écosystème entrepreneuriat et ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Moreau, fondateur de Phoenix. Donc merci beaucoup d'être là, Jean. Oui, avec plaisir, c'est un honneur. Alors, on aime bien commencer chacune de nos émissions par une petite question brise-glace. Ok. Donc toi, tu es plutôt thé ou plutôt café? Plutôt café, c'est mon deuxième là, de la matinée et je pense qu'il y en aura au moins 2 autres avant le déj. Ok, ouais. Donc c'est ta routine matinale, tu te lèves, café? Alors moi je suis plutôt du soir déjà, donc le matin ça me coûte, c'est un effort. Et donc pour me booster je prends au moins 3 ou 4 cafés. Ok, ouais. Donc, et après tu fonces au bureau avec tes équipes alors? Non, le café, je prends un café chez moi et ensuite je prends le reste des cafés, je les prends au bureau, sur une machine, un café à grains, 0 déchet, pas de capsule. On essaie d'être exemplaire aussi sur ce genre de petits détails du quotidien au bureau chez Phoenix. Donc Phoenix, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler des débuts, comment tu as créé Phoenix et peut-être nous parler un peu de toi, de ton parcours aussi, qu'est-ce qui t'a amené Oui. Avec plaisir, je vais ouvrir le grimoire. Et alors, bon, pour commencer mon parcours, moi j'ai 40 ans, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai passé 2 ans à Sciences Po en affaires publiques. Je le dis parce que c'est là que j'ai pris le goût aussi de l'intérêt général et de l'utilité publique et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Phoenix. Et donc j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires, en fusion-acquisition. Donc pendant 6 ans, j'ai fait du M&A dans une grande banque américaine, entre Paris et Londres. Et puis après, à l'âge de 30 ans, j'ai eu une sorte de quête de sens, de volonté déjà d'entreprendre, mais d'entreprendre pas n'importe comment, ni dans n'importe quel secteur, d'entreprendre avec l'envie d'avoir un impact social et environnemental positif. Et donc de fil en aiguille, je suis tombé sur le secteur du gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire. Et donc en 2014, on a créé à 2, avec 1 000 € de capital, 500 € chacun. Avec mon associé Baptiste Corval, on a créé Phoenix, dont la mission est très simple, c'est connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont les magasins, les usines, les fabricants, les distributeurs alimentaires, donc les Leclerc, les Danone, les Super U, les Intermarchés, les Franprix, etc. Et en face, ceux qui n'ont pas assez, ce sont soit des consommateurs en quête de pouvoir d'achat face à l'inflation et qui peuvent racheter des paniers d'invendus à prix cassé sur l'application Phoenix, soit des assos caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire, pour nourrir les plus démunis, soit des filières animales qui vont nourrir des chevaux, un centre équestre, un parc animalier, une porcherie. Et donc voilà, on essaie de faire en sorte que la seconde vie des produits soit la norme, que la destruction soit l'exception, ouais. Et qu'on soit dans l'économie circulaire où rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. C'est ça le modèle de Phoenix. C'est génial, c'est génial. Et donc tu es passé des affaires, du milieu financier, banque d'affaires, oui. À l'impact. Comment tu as opéré cette transition? Quel a été le catalyseur en fait? Alors la transition n'a pas été simple parce que maintenant c'est un sujet qui est à la mode. L'impact investing, la tech for good, l'économie circulaire, tous ces sujets-là on le vend dans le dos. Ah, bien sûr. On n'est pas tout seul, hein. On a été aidé par ça avec l'éclosion de plein de belles boîtes sur la seconde main, le réemploi, l'occasion. Donc il y a Le Bon Coin, il y a Vinted sur les habits, il y a Back Market, il y a nos concurrents To Go. On est plusieurs dans cet univers-là. Et donc ça a poussé un peu la consommation responsable. Donc maintenant c'est devenu une tendance de fond qui est chouette, sur laquelle on surfe. Mais 10 ans en arrière, c'était pas le cas. On était, comme tu l'as dit en introduction, on était plutôt pionniers, ouais. Et market maker. Et donc il a fallu évangéliser, il a fallu créer un nouveau réflexe, il a fallu créer aussi le cadre réglementaire des lois anti-gaspillage qu'on a contribué à faire émerger. Donc voilà, c'était un gros travail de fond, ouais. Mais avec 10 ans de recul, on est fiers de ce qu'on a fait, puisque maintenant on a une boîte qui tourne autour de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a créé 200 emplois partout dans les territoires, Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille. Et surtout, qu'il y a aussi la fierté d'avoir un modèle unique qui a permis de redistribuer plus de 400 millions de repas en 10 ans. C'est génial, c'est énorme. Voilà, c'est ça qui fait Bravo. La spécificité et la singularité de Phoenix.
Ah, super. Et donc tout ça s'est fait, j'imagine, avec le temps. Et au début, ça n'a pas dû être simple pour vous de vous imposer dans ce secteur. Quel a été le plus gros défi, les plus gros obstacles dans le lancement? Le plus gros défi, ça a été d'être pris au sérieux, notamment par les grosses machines de la grande distribution et ou de l'industrie agroalimentaire, pour qui ce sujet-là, l'anti-gaspi, les invendus, les déchets, c'était pas un sujet prioritaire. Quand on écoutait nos clients, nos prospects de la grande distribution, ils nous disaient toujours notre métier c'est de vendre, c'est pas de gérer les invendus. Les invendus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a 1, 2, 3% du chiffre d'affaires qui part à la poubelle, à la casse, en destruction, en incinération, ou avec avant de l'eau de javel ou du desktop parfois sur les produits pour pas qu'ils soient pour les rendre impropres à la consommation. Et donc ils avaient un peu mentalisé ce truc-là et on a dû leur faire. Et ils avaient le sentiment que nos sujets, les sujets qu'on portait, c'était des sujets mignons mais pas business quoi. Donc fondation, au mieux, développement durable, RSE. Mais on avait du mal à rentrer dans le cœur de la machine business, dans des appels d'offres, dans des contrats, dans des vraies discussions. Et donc voilà, on était un peu cornerisés dans des sphères priorité 2 ou 3. Et donc on a dû faire beaucoup de travail de changement de mentalité. Pour revenir au cœur du game. D'accord. Et tu t'es fait accompagner, tu t'es fait coacher. Je crois savoir que tu es passé par l'Institut du mentorat des entreprises de la CCI en 2018, je crois. Oui, absolument. C'était très utile. Donc nous, on a fait un parcours assez classique parce qu'on était primo-entrepreneur. C'est-à-dire que moi, j'étais pas tout jeune, j'avais 29-30 ans, mais c'était la première boîte que je créais. Et je connaissais ni le monde de la tech, qui était encore assez naissant à l'époque. Il n'y avait pas tout l'écosystème qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas la BPI, il n'y avait pas les incubateurs, enfin en tout cas pas autant. Je me suis lancé dans un secteur que je ne connaissais pas, grande distribution et aide alimentaire et consommation B2C. Et donc c'était important d'être accompagné, donc on a fait le parcours classique. D'abord un incubateur, en l'occurrence un incubateur de Sciences Po. Ensuite on a fait un parcours de changement d'échelle avec Entropia à l'ESSEC, qui est l'autre école dont je suis issu. Et puis ensuite on a fait l'Institut de l'IME en 2018 avec mon associé Baptiste et on a retiré plein de choses hyper positives, à la fois dans le network, le partage de bonnes pratiques entre pairs, on se serre les coudes, on partage des bons plans, des avocats, des experts comptables, des agences de com et tout, des talents parfois aussi, des clients même. Et puis après on a pris notre envol et voilà, 10 ans plus tard, on a créé une vraie PME rentable, en croissance, bien financée et on l'espère solide et qui est là pour durer. Bah nous on y croit en tout cas, c'est que le début. Et tu as accepté d'être parrain de notre programme d'accompagnement Growth, donc c'est une belle évolution aussi depuis l'IME jusqu'au parrainage d'entrepreneurs qui se lancent. Donc merci à toi. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis passé de la table des enfants à la table des adultes, quoi. Donc je remercie de m'accueillir de l'autre côté du rideau. Je suis content de pouvoir transmettre. Avec plaisir. Et donc aujourd'hui, j'imagine que tu es aussi dans de nouvelles perspectives d'avenir, de développement pour Phoenix. Quels sont les nouveaux projets? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles innovations Oui, tout à fait. Alors nous, comme je l'ai dit, on s'est créé en 2014. En 2016, il y a une loi qu'on a contribué à faire émerger qui s'appelle la loi Garot, qui a rendu délictuel, donc interdit le gaspillage alimentaire dans les surfaces de vente. La bonne nouvelle, c'est que là, 8 ans plus tard, en 2022, cette loi, elle a été étendue au non alimentaire. Donc dorénavant, depuis 1 ou 2 ans, il est interdit de détruire des habits dans la fast fashion, il est interdit de détruire des produits d'hygiène, de beauté, de parapharmacie, de médicaments, tout ça. Donc ça, pour nous, c'est un champ qu'on va explorer. Donc ça, c'est le premier relais de croissance pour Phoenix. Pour passer de 20 millions au cap des 100 millions d'euros de revenus, il faudra qu'on sorte de l'alimentaire et donc on ira chercher des diversifications sectorielles. Deuxième chose, c'est la diversification géographique, l'expansion en Europe. Moi, je veux créer une boîte plutôt un champion européen. Je n'ai pas forcément l'envie d'aller explorer les US ou l'Asie-Pacifique, c'est pas mon play. Mais par contre, faire un gros champion européen de l'anti-gaspi, ça c'est ce qu'on veut faire. Donc on a commencé par l'Espagne, le Portugal. Et là, on envisage de faire le Benelux, l'Italie et le reste de l'Europe. Et troisièmement, et c'est ce que j'ai appris aussi à l'IME, c'est que parfois dans les stratégies, il y a ce qu'on peut faire tout seul en croissance organique, et puis ce qu'on peut faire aussi en partenariat, en acquisition, en fusion. Donc on va aussi regarder en troisième voie ce qu'on peut faire en fusion-acquisition, en rachat de concurrents, en se posant comme un peu un intégrateur pour atteindre plus vite une taille critique.
Génial, super. Donc ça, c'est vos perspectives de développement en France, mais aussi à l'international et en Europe. Voilà, et ça c'est pourquoi le but de tout ça, ça c'est la stratégie qui est de nous mener à notre but, qui est d'arriver à être la première licorne à impact. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas forcément se valoriser, on ne court pas après l'introduction en bourse ou le milliard d'euros de valorisation, on court plutôt après le milliard de repas sauvés. Et donc cette stratégie doit nous permettre d'être au milliard de repas sauvés et donc au milliard d'impact extra-financier positif. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc une journée type, ça se passe comment après 10 ans d'activité, d'entrepreneuriat Alors bon, déjà, le premier retour d'expérience que je peux faire, c'est que 10 ans, c'est long. Que l'entrepreneuriat, c'est intense. Il y a beaucoup de montagnes russes et de up and down, et donc il faut être bien accroché. Parce que souvent dans les médias, on voit les belles histoires, mais il y a l'envers du décor qui est parfois plus chaotique, souvent, voire systématiquement. Donc c'est pas parfait pour tout le monde, mais c'est hyper intense, c'est hyper chouette. Deuxièmement, la force qu'on a chez Phoenix, c'est qu'on a une mission forte. Et ça permet de tenir dans la durée, ça fait une belle boussole, une étoile du Nord. Pour toi et tes équipes? Ouais. Et après, au bout de 10 ans, ça reste hyper varié, hyper dense. Et moi, si je caricature, je sépare mon temps en 4 blocs. Il y a 25% de mon temps qui est le management du COMEX. Donc mon directeur financier, médiatrice commerciale, marketing, RH, etc. Donc ça, c'est des one-to-one hebdomadaires. Deuxième bloc, c'est le management des investisseurs et du board, historique, actuel, futur, toujours être en veille sur le marché du financement et garder une bonne relation avec les investisseurs, les tenir au courant. Donc ça, c'est une partie du job du CEO. Le troisième bloc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire être la figure de proue de la boîte à l'extérieur, incarner, prendre la parole, faire rayonner la marque et la mission. Donc c'est ça. Et le dernier bloc, c'est bâtir la stratégie, réfléchir, faire des travaux de fond. Donc voilà comment j'organise mes journées. Mais elles sont très diverses, très variées, et je m'éclate toujours sur Phoenix avec la mission, l'équipe qu'on a construite et l'attraction qu'on a. Super. Et peut-être en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise Phoenix, tu vois, ses valeurs de fond, son ADN, comment tu pourrais le définir? Alors on a des valeurs qui sont la solidarité, évidemment, ça, c'est intrinsèque au business model et c'est intrinsèque aussi à la culture d'entreprise. Deuxième, c'est l'audace. On est une boîte qui prend pas mal de risques. On s'est lancé en 2014 sur un champ qui était en friche. On a lancé une branche B2B, on a lancé aussi une application B2C. On fait pas mal d'intrapreneuriat. On a lancé aussi un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi. Ah, super. Donc voilà, qui se trouvent où On a 32 magasins exactement qui se trouvent entre la région ouest, donc Rennes, Nantes. D'accord. Il y en a 6 à Paris et ça descend jusqu'à Bordeaux. Et comment ça fonctionne? Tu viens faire tes courses dans les C'est un magasin de épiceries, déstockage alimentaire avec que des produits en date courte ou que des produits difformes qui ne répondent pas au cahier des charges standards, donc des fins de promo, des lancements ratés, etc. Ok. Mais avec un look and feel, comme on dit, qui ressemble plus à un Biocop ou un Naturalia qu'un déstockeur D'accord. de zone commerciale, quoi. Ok. Et ça, tu vas le développer, tu veux le... Ouais. Donc voilà, ça pour dire que nos valeurs, la solidarité, l'audace, la transparence aussi. On est une boîte assez transparente sur les salaires, la stratégie, les résultats avec les salariés, avec l'extérieur aussi. Les décisions qu'on prend en COMEX, en board. On a une culture de la transparence qui est assez forte et qui est assez appréciée et que je porte pas mal. Et puis après, il y a l'humour parce que on est aussi là pour prendre du plaisir, pour se marrer, pour être fier de ce qu'on fait et pour vivre une aventure humaine en équipe. Donc, on essaie de faire vivre tout ça au quotidien et surtout le but c'est qu'après ça me dépasse et que si un jour je suis plus là, ça continue, quoi. Donc, ouais. Ok, super. Et donc tu sais qu'on s'adresse à une communauté d'entrepreneurs qui se lancent, qui souhaitent avoir des conseils, se faire un réseau. Qu'est-ce que tu pourrais toi leur donner comme recommandation, comme conseil, comme anecdote peut-être aussi à leur partager? Alors, mon principal conseil, c'est un conseil qu'on m'a donné que j'ai pas forcément suivi. Donc, si je devais refaire, je vous dis suivez-le. C'est le focus. Focus. Il faut choisir un produit, un segment de marché, et puis bien l'exécuter. Il ne faut pas se perdre. Nous, le défaut qu'on a eu sur Phoenix, et qui est aussi une opportunité, c'est que le champ du gaspillage, c'était vraiment un chantier qui était en friche. Et donc il y avait plein d'opportunités entre le champ et l'assiette. Quand il y avait du gaspillage chez les agriculteurs, il y avait du gaspillage dans la logistique, dans la transformation industrielle, dans la distribution, chez les consos.
Et donc on a perdu un peu de temps au départ à vouloir tout observer, tout analyser, être positionné partout. Puis en fait on a passé 2 ans à dire ça c'est pas pour nous, là il n'y a pas de marché, là le marché n'est pas mature, là le marché est trop petit. Et on a fait l'entonnoir pour arriver sur en fait nous on va être dans l'excellence sur la grande distribution. Et donc voilà, il faut au début avoir le courage de renoncer pour être focus et choisir ses batailles. Parce que quand on est en lancement, on est en RH contraint, en budget contraint, temps contraint, donc il faut bien l'utiliser sur là où on pense qu'on peut atteindre l'excellence le plus vite possible. Bien sûr. Et avant le product market fit, du coup, avant ce pivot, comment t'as fait, comment vous avez fait à survivre en fait? Parce que j'imagine que durant les 2 ans de est-ce qu'on se concentre sur ce segment-là, est-ce qu'on va directement vers la grande distribution, il y a eu justement des... Voilà. Alors donc on était 2 cofondateurs, on a fait le parcours classique, à savoir qu'on est allé passer l'aspirateur sur toutes les subventions, les aides qu'on pouvait avoir via les incubateurs, via la BPI, Bien sûr. via les réseaux de business angel, via qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque aussi, tout ce qu'on peut avoir, les prêts d'honneur, le réseau entreprendre, etc. Donc on a fait ça. Ça nous a fait un petit trésor de guerre. Et moi j'avais un peu d'argent de côté aussi par mon parcours dans la finance, donc on n'était pas non plus dans le caniveau. Mais c'était dur, c'était dur. Et puis après, une fois qu'on a pu décoller, on a fait d'abord 100 000 € de chiffre d'affaires, puis 600 000 €, puis 2 millions. Donc on avait une belle traction et donc là on a lancé une levée de fonds. On a fait entrer un premier fonds qui s'appelait StarQuest Capital. C'était en 2015, en 2016 même. Puis ensuite INCO, un fonds d'impact est arrivé. Et puis ensuite ça a enclenché un peu le cercle vertueux qui nous a menés jusque-là. Et il faut rester donc focus. Focus, ouais. Et après l'autre conseil qui est ce que doit faire un entrepreneur, et ce qui est le plus dur pour moi, c'est de trouver le juste milieu et le juste dosage entre l'entêtement, qui est plutôt un défaut, et la persévérance, qui est plutôt une qualité. Donc au début, évidemment, tu tapes un peu sur les murs, mais il faut avoir à la fois la lucidité de dire là, je vais nulle part. Et peut-être parfois qu'avec un coup de pioche supplémentaire, tu vas découvrir une mine d'or. Donc c'est cette prise de recul, ce dosage entre là je vais nulle part, il faut que j'arrête. Ou au contraire, allez, il faut juste que je fasse un micro-changement et ça va décoller, qui est dur. Et puis du coup aussi, j'imagine s'entourer, pouvoir parler, pouvoir discuter, avoir un board, avoir peut-être des amis aussi avec qui en parler, ça t'aide à prendre du recul sur ce que tu es en train de alors moi vivre. là-dessus, je suis 100% assertif. Ce qui m'a le plus apporté de très loin en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est le partage entre pairs. Et le partage entre entrepreneurs qui sont soit au même niveau que toi et qui ont les mêmes galères de recrutement, de clients, de churn, de réputation, d'awareness et tout. Soit des gens qui sont 1 ou 2 étages au-dessus et à qui tu parles, je sais pas, quand tu es 15 dans ta boîte, tu parles à quelqu'un qui vient de franchir la barre des 30 ou des 50. Quand tu passes la barre des 50, tu parles à quelqu'un qui a 100, 150, qui a 1 ou 2 étages d'avance. Et lui va te raconter qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment, comment il s'est pris les pieds dans le tapis à certains moments. Donc moi je trouve que c'est là que j'ai retiré le plus de valeur, c'est les échanges avec des entrepreneurs. Et c'est ce que tu as envie de donner aussi à la communauté. C'est ce que j'ai envie de donner, Je trouve ça même encore plus fort que des... Alors je porte pas de jugement et tout, mais je trouve ça même plus fort que ce que peut apporter un incubateur ou un réseau de conseils ou des mentors ou des prestataires spécialisés dans la recherche de financement, les levées de fonds, etc. Parce que rien ne remplace le vécu et l'expérience d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse et tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je me posais la question, mais plutôt à titre personnel, au bout de 10 ans, comment tu fais à tenir la cadence en fait? Est-ce que je sais pas, tu as un truc, un hack, un hobby qui te permet de t'évader en fait Est-ce que tu fais du padel? Est-ce que tu cours? Est-ce que je sais pas? Non, tu as raison, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde se la pose. En général, 10 ans, c'est un cycle pour beaucoup d'entrepreneurs. Exactement. Je vois autour de moi ceux qui ont commencé en même temps, que ce soit dans des boîtes comme Insect, etc. Il y en a plein qui ont passé la main et qui sont plus encore aux manettes à 100%. Et je pense que c'est ça aussi pour une boîte d'avoir du changement, du sang neuf. Donc je dis pas que c'est pas quelque chose que j'envisage à moyen terme. Pour l'instant, je suis encore à fond dans la boîte. On a besoin de toi. Mais moi, ce que j'ai fait, déjà, premièrement, je fais du sport. J'ai gardé un équilibre vie pro, vie perso qui me paraît décent. Je vois des gens, j'ai 2 enfants en bas âge dont je m'occupe. J'essaie de prendre un peu de recul, même si je suis à fond, j'essaie d'avoir des temps de respiration. Et puis encore une fois, la mission m'a aidé.
J'ai pris aussi pour respirer des mandats hors de Phoenix. Donc j'ai été au bord de Bicorp pendant 3 ans, jusqu'en 2022, pour voir un peu notre écosystème, parler à d'autres boîtes. J'ai été coprésident du mouvement Impact France aussi. Ah, super! C'est un peu la voix des entrepreneurs Impact, c'est un peu le MEDEF des entrepreneurs Impact. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça m'a offert pendant 3 ans. D'accord. Donc ça m'a offert aussi un peu des temps d'ouverture, de respiration, pour pas être non plus monomaniaque Phoenix pendant 10 ans, matin, midi et soir, au petit-déj, au déjeuner, au dîner, et des cauchemars la nuit. Ou les rêves de devenir millionnaire en Impact. Pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est sûr que ça fait partie des clés du succès, de tenir. Moi, mon cofondateur, il est parti il y a 4 ans. Donc il a tenu 6 ans. 6 ans, ce qui est déjà pas mal. Et donc en plus, c'est d'autant plus dur quand tu es solo founder après, bien sûr, que tu n'as plus de sparring partner ou de buddy. Et tu t'es pas associé, tu t'es pas. J'ai un COMEX, je suis bien entouré, j'ai une équipe, j'ai des actionnaires, j'ai des mentors et tout, mais au quotidien, j'ai plus de cofondateurs. Avec qui je peux ping-ponger. Donc bon, pour pas sortir une phrase galvaudée, c'est sûr que c'est un marathon et pas un sprint. Le problème, c'est qu'on nous demande de faire le marathon en sprint. Mais voilà, il faut se respecter, il faut faire attention à sa santé en tant que dirigeant. Et je pense que pareil, peut-être que l'IME aide là-dessus aussi sur tous ces sujets-là qui sont parfois pas bien traités. Oui, bien sûr, c'est le cœur de l'IME, c'est l'entraide, la solidarité, le partage entre pairs. Donc effectivement, tout à fait. Voilà. Et dans 5 ans, 10 ans, tu te vois où du coup? Je sais que c'est peut-être un peu difficile de se projeter, mais qu'est-ce que tu imagines dans un scénario un peu utopique, parfait? Dans 5 ans, pour Phoenix, je suis au clair. On veut créer, je l'ai dit, un champion européen de l'anti-gaspi, alimentaire et non alimentaire, qui approche la barre des 100 millions d'euros de revenus et du milliard de repas sauvés. Donc ça, le cap est clair. Maintenant, il faut exécuter, ce qui n'est pas toujours le plus simple, mais en tout cas, la vision est claire. Et moi, à titre perso là-dedans, moi je suis engagé sur Phoenix, c'est le projet d'une vie, quoi. Et je vois pas de truc plus complet avec une dimension sociale, environnementale, technologique, qui crée de la valeur économique, avec une culture chouette. Après, je laisserai la place aussi en interne à des gens qui peuvent monter, prendre la main, avoir des nouvelles énergies, de nouvelles idées pour Phoenix. Et donc se posera la question de ce que je fais derrière. Je sais pas forcément derrière l'après-Phoenix que ce sera. Ça va dépendre de l'exit, ça va dépendre de plein de choses, mais une voie possible pour moi, avec mon parcours de banquier, financeur, investisseur et entrepreneur dans l'impact, ça serait de rejoindre ou monter un fonds d'impact. Je pense qu'ayant été à la fois investisseur et créateur de boîtes là-dedans, j'aurais une forme de street cred qui me permettrait de créer un fonds d'impact assez sincère, et ça peut m'intéresser. Pas de court terme, mais ça peut m'intéresser. Bon on reste en veille alors. Voilà. Ok, super. En tout cas, je ne ferai pas rien et je resterai dans l'univers de l'entrepreneuriat. Mais je ne sais pas si j'aurai le courage et le drive et la force de recréer de zéro un projet, une marque, une équipe. J'aurai soit la reprise d'entreprise, soit un fonds d'impact. Oui, c'est une très belle ambition aussi, de pouvoir aider les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ton secteur. Très bien. Mais toujours sur un truc qui contribue à make the world a better place. Ça, c'est sûr. Génial, génial. Alors l'interview arrive à sa fin. Pour finir en beauté, est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être, une pensée, quelque chose à nous partager? La touche finale. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, je suis ravi d'être parrain de la promo. Je vais espérer apporter de la valeur et montrer la voie et créer de la motivation et de l'ambition. Après, ce que je peux dire, moi j'incite les fondateurs, fondatrices ou les wannabe entrepreneurs à se lancer sur les sujets d'impact, parce que je pense qu'ils ne se trompent pas. Il y a des gros sujets sociaux, environnementaux, autour de la gestion des ressources, autour de la gestion de l'énergie, autour de la gestion de l'eau, on voit qu'elle se raréfie de plus en plus. Mais sur d'autres sujets connexes aussi, le vivre ensemble, le bien vieillir, l'éducation. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il y ait une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, après les Mano, les Doctolib, les Alan, les Content Square, puissent aussi mettre cette énergie, ces talents, ces outils, ce savoir-faire de la French Tech au service de la planète, de l'environnement, de la société. Et donc voilà, je vous incite à regarder ces sujets de près. Il y a des gros enjeux, il y a beaucoup de talents qui veulent rejoindre des boîtes à impact. Il y a beaucoup de fonds et de financements qui sont de plus en plus fléchés vers l'impact. Donc je pense que les conditions du succès sont réunies. Il y a les talents, il y a les financements, il y a les gros marchés, il y a les sujets. Et maintenant, il n'y a plus que l'énergie entrepreneuriale et l'allumette pour que ça parte. Génial. Donc voilà, j'incite à aller dans cette direction et je serai là pour vous aider. You have my full support, comme on dit en anglais. Super, c'est une excellente conclusion.
Merci beaucoup Jean De rien, avec plaisir. Contribué à ce moment extrêmement positif, à ce partage d'expérience. On est ravis d'avoir fait cet épisode avec toi. Eh ben, merci à tous, ravi d'avoir été là aussi, dans ce beau cadre. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à liker, à partager en commentaire et à vous abonner bien sûr à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.